Neoma Business School, challenger innovant des plus grandes business schools internationales et ses 9500 étudiants, vous présente Business Class. Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir à Business Class. Business Class, c'est une nouvelle formule, c'est une nouvelle émission que nous avons créée avec autour de la table 3 jeunes, 3 étudiants, milieu de l'enseignement supérieur et un dirigeant, un ou une dirigeante. L'objectif de cette émission, c'est de rapprocher ces deux mondes, le monde de l'enseignement supérieur, le monde de ces jeunes qui va intégrer le marché du travail, avec le monde économique, incarné par un dirigeant ou une dirigeante. L'objectif est un petit peu de casser les codes. Donc c'est la première émission. Nous sommes ravis d'accueillir ces 3 étudiants et surtout nous sommes ravis d'accueillir notre premier invité. Notre premier invité, c'est Jean-Baptiste Santoul, président de Ferrero en France. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Caroline. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. C'est un plaisir. Donc vous êtes le premier invité de Business Class. En plus, c'est un honneur. Et en plus, c'est un honneur. Je suis ravi. Bah, écoutez, on est vraiment très heureux de vous accueillir. Et pour contextualiser, je vais vous poser une question très claire. Ferrero, en chiffres clés, quelques chiffres, quelques présentations. Alors Ferrero en France, l'entreprise regroupe à peu près 1350 personnes, réparties sur différents sites. Je crois qu'on est à peu près entre 8 et 900 personnes en Normandie. Donc entre le siège, l'usine de Villers-Écal et l'aspect logistique qui est à Grand-Quevilly. Et puis le reste se répartit principalement dans la force de vente en France. On a une force de vente qui est assez importante puisqu'on a près de 450 personnes qui visitent les magasins quotidiennement et qui sont la force de frappe de l'entreprise. Sinon, c'est 1,3 milliard de chiffre d'affaires à peu près. Alors Ferrero, les gens connaissent peut-être pas le nom de Ferrero. Par contre, les marques des produits Ferrero, elles sont extrêmement connues. La première d'entre elles La première d'entre elles, historique, c'est Nutella. Nutella, créée en 1964. Et puis, bien sûr, vous connaissez aussi Kinder, la galaxie Kinder, mais également Ferrero Rocher, Mon Chéri, Tic Tac et plus récemment les biscuits de Lacre. Donc Ferrero, c'est une entreprise qui est implantée à Mont-Saint-Aignan. Le siège social est à Mont-Saint-Aignan. Et les gens ne savent pas forcément que c'est une entreprise aussi importante en France. Peut-être, oui. Mais oui, on est à Mont-Saint-Aignan et on est installé en Normandie depuis 1959, date de l'entrée de l'entreprise en France. Donc on va bientôt fêter nos 60 ans d'activité en France et on a toujours été là. Merci. Avant de passer à la deuxième partie de notre émission. Jean-Baptiste, ça fait plus d'1 an que vous êtes président de Ferrero en France. Mais alors, votre parcours professionnel, il a commencé quand et comment ? Alors, il a commencé il y a un peu plus longtemps qu'1 an. J'ai démarré par un VSNE ou VIE aux États-Unis, à New York, filiale de la SNCF. Et puis, je suis rentré en France parce que ma passion, c'était les produits de grande consommation. J'ai démarré chez Unilever, puis chez Henkel. Je me suis occupé, au travers de ma carrière, de produits cosmétiques, de produits détergents. Et depuis 1 an et demi, j'ai l'immense bonheur d'être enfin avec des produits que je peux goûter et que j'adore, donc chez Ferrero. Merci beaucoup. Et maintenant, place aux questions des étudiants. Les étudiants, ils sont en face de vous, Jean-Baptiste. Vous avez... Bonjour. Bonjour. Une jeune fille, Colline. Colline, elle est en Master 1. Vous suivez actuellement un parcours associatif qui vous permet de vous occuper plus particulièrement d'une association pendant le cadre de vos études. Et cette association, elle accompagne des élèves qui sont dans des secteurs prioritaires dans leur construction professionnelle et leur construction personnelle. Exactement. Merci beaucoup d'être présente, Colline. À votre gauche, il y a Jean. Jean, vous êtes diplômé d'un master en chimie des matériaux et vous suivez actuellement un master en business international.
C'est ça. pour accueillir une double compétence. Exactement. Merci beaucoup Jean de votre présence. Et puis Quentin. Donc Bonjour. Quentin, bonjour. Vous êtes créateur d'entreprise. Votre entreprise est incubée actuellement à Station F et elle s'appelle Sauce Moutarde. Et vous avez presque terminé vos études puisque vous êtes en Master 2. Et merci beaucoup d'être présent. C'est un plaisir. Alors, qui a envie de poser la première question à Jean-Baptiste? Ben moi, je veux bien. Alors, On a parlé là, précédemment de votre parcours et je me demandais si dans justement ce grand parcours que vous avez eu jusqu'à aujourd'hui, vous avez eu peut-être une personne, un référent, un mentor ou peut-être un ami, un professeur ou un homme de foi, je ne sais pas, qui a été peut-être ce référent-là qui vous a permis d'être l'homme aujourd'hui peut-être meilleur ou différent des autres. Est-ce que vous pensez à quelqu'un? il n'y en a pas qu'un. Je crois que tout au long d'une carrière, on rencontre un tas de personnes, des bonnes, des moins bonnes, et on s'inspire en permanence. Et donc je ne vais pas faire une réponse aussi simple, parce que c'est finalement assez complexe de se construire. Mais c'est vrai qu'on puise son énergie, son inspiration régulièrement, soit de patrons, soit d'amis, soit de professeurs, ça peut arriver également. Mais ça se construit au fur et à mesure. Okay. Quand on crée une entreprise, enfin quand on est directeur d'une entreprise, c'est un petit peu son bébé qu'on a en main. Et comment vous faites vous en tant que père de l'entreprise pour impliquer tous vos salariés au quotidien et leur donner envie de se dépasser et de vivre une aventure à fond chez Ferrero? Déjà, je crois que la passion, ça se transmet. C'est assez naturel, l'enthousiasme, la passion. Après, il y a un effort de communication permanente dans l'entreprise qui est très très important. C'est la communication à tous les instants, sur les petites choses, les choses importantes, les problématiques. Il faut partager et c'est quelque chose que je fais énormément. En tout cas, dans mon style de management, je communique beaucoup. Par exemple, j'ai des tables rondes avec les salariés de l'entreprise une fois par semaine. Okay. C'est vraiment un temps qui, pour moi, est un temps de respiration. Ça me permet d'écouter toutes les questions, puisque c'est vraiment un jeu de questions-réponses, d'y répondre. Et je sais donc ce qui vit dans l'entreprise, ce qui a été compris, ce qui n'a pas été compris. Ça me permet d'y répondre. Et puis, les salariés ont pris l'habitude de ce rendez-vous hebdomadaire. Parce que, bon, j'en ai une quinzaine à chaque fois, mais il y en a beaucoup plus. Et après, il y a un petit peu de radio moquette et ça fait le job. Okay. Mais communiquer, c'est fondamental et être soi-même. D'accord. D'ailleurs, j'ai une petite question par rapport à ça. Quelle est votre pire ou meilleure expérience en tant que manager dans un business comme celui-ci? Allez, question un peu délicate. Oui, alors, dans une expérience antérieure, ça prend moins de... Non, je crois qu'on a tous les jours des petits bonheurs et des déceptions. Donc j'ai pas forcément le pire, le meilleur, parce que il y a un rythme incroyable et on se pose pas en se disant tiens, ça j'ai pas fait le ranking des expériences. Par contre, mon grand bonheur, c'est quand j'ai des équipes qui disent, qui sont vraiment contentes de faire le job. Et quand on arrive à battre un record, quand on arrive à atteindre des objectifs, on s'était dit ça va être difficile, mais on va tout faire pour y arriver. Et ça, c'est des moments de bonheur intense parce qu'on partage quelque chose avec une équipe et c'est des moments très très forts. Après, il y a des moments qui sont moins agréables, il y a des moments de solitude où on se dit on a raté le coche, on aurait dû aller plus vite, on n'a pas fait ce qu'on aurait voulu faire. Et je crois que les pires moments, c'est les moments de solitude où on se dit mince. Mais on sent dans la génération que les dirigeants qui portent des masques, comme on a pu voir dans le passé, un peu dans les années 80, ils n'en veulent plus de ces postures de manager. Est-ce que vous en avez la sensibilité de ça? Avec un besoin d'authenticité, un besoin de vérité? Oui, parce que j'ai aussi, moi, recherché des managers authentiques depuis toujours. On parlait tout à l'heure des personnages qui ont pu me marquer. C'est vraiment ces personnes authentiques avec lesquelles j'ai pu avoir des vrais échanges. Pas toujours simples d'ailleurs, mais parce que quand on commence à échanger, pas toujours d'accord. Et ça peut être des sujets complexes. Mais je crois que c'est très important. Et pour moi, c'est aussi dans ma façon d'être. J'ai envie d'être authentique. Alors je sais jouer des rôles, bien sûr, mais je crois que ça ne tient pas longtemps. Il faut être authentique. Et si l'entreprise vous laisse être authentique, il faut l'être. Voilà. Moi, j'avais une petite question qui se rapproche de ce qu'on est en train d'évoquer. On parle beaucoup aujourd'hui du changement de type de management,
ça serait plutôt une tendance au management horizontal, etc. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez vraiment qu'on est en train de justement de passer sur le type de management plutôt vertical qui existait ou qui existe peut-être encore aujourd'hui? Moi, je suis convaincue de l'inverse, mais j'aimerais bien avoir votre opinion. Alors, bon, déjà dans une entreprise, il faut un leader. Donc je ne pense pas que tout le monde, c'est pas une démocratie. Ça c'est un point essentiel. Il y a des décisions qui ne sont pas faciles à prendre de temps en temps, il faut être capable de les prendre et elles ne vont pas forcément être partagées par la majorité, néanmoins il faut les prendre pour l'entreprise. Donc ça c'est déjà une première limite à l'horizontalité dont on peut parler. Néanmoins, je crois beaucoup en l'alignement au sein d'une entreprise. Ça fonctionne aussi grâce à la communication. Quand on définit une stratégie, ce que j'ai fait quand je suis arrivé chez Ferrero en France, on a vraiment fait une grosse analyse stratégique avec l'équipe de direction. On a regardé où on en était, ce qui allait pas, et on a défini une stratégie ensemble avec des engagements très très concrets, avec une vision sur les prochaines années. Et l'important après, c'était de communiquer ça avec l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, l'ensemble des salariés, de façon à ce que ce ne soit pas ma vision, ni celle du comité de direction, mais que ce soit notre vision, nos engagements. Et c'est là que l'horizontalité, elle fonctionne. Parce que tout le monde se met sur un niveau d'égalité en termes de compréhension de la mission, compréhension des enjeux, et après, chacun est partie prenante et chacun va inventer l'histoire. Voilà. Et comment vous jugez le critère, votre critère de réussite? Parce qu'aujourd'hui, on parle quand on évoque les critères de réussite des entreprises, pour les jeunes entreprises, on va parler de levée de fonds, pour d'autres, on va parler du nombre d'employés recrutés, etc. Pour les plus grosses entreprises, on va parler de chiffre d'affaires en milliards réalisés. Mais vous, à quel moment vous vous dites j'ai réussi et maintenant j'ai envie d'aller plus loin? Alors, la réussite pour une entreprise, c'est avant tout, ça semble un peu galvaudé ce que je vais dire, c'est la satisfaction de ses consommateurs. Si on a des consommateurs, qu'on soit dans le B2B, dans le B2C, satisfaits, on sait que de toute façon on a un avenir. Et donc on peut construire. Et à ce moment-là s'enchaîne un cercle vertueux qui est on a du revenu, ce revenu on peut le réinvestir dans la qualité, dans la communication, dans les process. Après chaque entreprise a ses différents enjeux. Mais on peut entretenir une relation forte avec ses consommateurs ou ses clients, et ça, c'est la principale satisfaction. Et c'est là qu'on se dit, je suis en train de réussir. Donc par exemple, concrètement, c'est croiser quelqu'un dans la rue qui mange un bon Kinder Bueno et le voir sourire. Là, vous vous dites que vous avez réussi? Oui, ça fait toujours vachement plaisir. Ça, c'est vrai. Jean, vous avez une question? Oui, j'ai une petite question. Parce que, et dans tout ça, est-ce que vous avez du temps pour votre famille, pour avoir un hobby ou faire du sport? Alors le temps manque, mais je pense qu'il manque à tout le monde, donc c'est pas un secret, mais il passe. Et ça, il passe aussi pour tout le monde. Donc il faut, c'est une lutte permanente. C'est une lutte permanente parce que dans ma vie, j'adore ce que je fais, donc j'y passe beaucoup de temps, j'y passe beaucoup d'énergie, je passe de longues heures au bureau, beaucoup trop pour mes enfants, mais j'essaie quand même une fois que je suis chez moi, je suis chez moi. Avec mes enfants, avec ma femme, enfin, avec ma famille. Donc c'est des moments qui sont peut-être pas assez longs, mais c'est des moments qui peuvent être intenses. Et c'est ça qui est fondamental. C'est pas le temps qu'on passe. Je crois que... Par contre, il faut pas rater ces moments-là. Oui, c'est sûr. Une autre Il question? faut pas se dire je le ferai plus tard. D'accord. Et vous pratiquez un sport ou pas à côté ou... Oui. Oui. Alors, est-ce qu'on va savoir le sport pratiqué par Jean-Baptiste Santé? C'est tout simple. Je fais du tennis tous les lundis matins de 8 à 9. Et pourquoi le lundi matin de 8 à 9? Parce que c'est une façon pour moi de démarrer la semaine. Ça me donne une pêche incroyable. Puis je sais aussi que le lundi matin, généralement de 8 à 9, je manque à personne au bureau. D'accord. Colline, une question? Ça va plutôt rejoindre justement cet élément-là. Comment vous arrivez, c'est peut-être un problème personnel, à gérer justement peut-être toute cette occupation au travail, etc. et la gestion du stress qu'il y a autour, j'imagine sûrement importante. Quelles sont peut-être vos clés ou vos conseils dans votre quotidien en fait, pour justement gérer ce stress-là ou la suractivité? Pas de panique. C'est la règle numéro 1.
Il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de données, beaucoup d'éléments extérieurs. Ça se passe jamais comme on a prévu que ça allait se passer. Et vous Jamais. avez un mantra d'ailleurs, je crois, dans votre bureau. Ah oui, absolument. J'adore, oui, il y a un truc que j'adore, c'est keep calm and play to win. Pour moi, c'est l'attitude qu'on doit avoir, c'est l'attitude qu'on essaie d'avoir tous ensemble chez Ferrero. Keep calm parce que le rouleau compresseur est là, on avance quoi qu'il arrive, rien ne nous arrêtera. Et c'est aussi une sorte de croyance en soi, c'est aussi important pour jamais paniquer. Et puis play to win, c'est une attitude. On sait que ça va être compliqué, mais on joue pour gagner, on va se battre. Et puis, si on ne gagne pas complètement, on aura quand même gagné quelque chose. Donc c'est aussi une attitude très positive. Ok. Mais effectivement, le stress est là. Et de temps en temps, malgré le keep calm and play to win, il y a des petits moments de tension. Et l'important, c'est de s'en rendre compte. Moi, je dis aussi à mes collaborateurs qu'il faut qu'ils me le disent. Si je monte un peu trop, si je m'emballe un peu, si je mets un peu trop de pression. Ils le font d'ailleurs. Et ça permet de rééquilibrer. La notion de plaisir, vraiment, c'est important. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un agréable moment en notre compagnie. Nous, on a passé un agréable moment en votre compagnie, Monsieur Santos. Merci, c'était très agréable. C'est déjà fini, oui, c'est déjà fini. Mais on retrouvera Business Class très bientôt avec un autre dirigeant ou une autre dirigeante, puisque le programme est fait sur l'année et on sera très heureux de vous y retrouver. Merci beaucoup, au revoir. Merci. Au revoir. Neoma Business School, challenger innovant des plus grandes business schools internationales et ses 9500 étudiants, vous a présenté Business Class.